Pour une même tâche, une personne qui utilisera sans doute l'intelligence artificielle demain aura un avantage sur quelqu'un qui ne l'utilise pas. La difficulté pour des enseignants aujourd'hui, c'est de pouvoir dire voilà, pourquoi j'apprends ça? Et répondre à cette question-là, c'est vraiment fondamental. Si j'ai un outil qui me permet de répondre ou de produire ce qu'on me demande de faire à l'école en 3 secondes, ça pose un problème. Mais ça, on l'avait déjà avec Internet, on l'avait déjà avec Wikipédia, on l'avait déjà avec les calculatrices. Donc c'est un schéma, on va dire, récurrent. Faut que tu décrives ça comme si tu avais une personne qui était dans une autre pièce et qui ne voyait pas ce que tu voyais. Faut que tu décrives la scène telle que tu la vois. C'est de l'intelligence moyenne, un peu, voilà, un peu molle, pas très créative, pas très drôle non plus. Et on peut avoir envie de rajouter de l'individualité et de la créativité là-dedans. C'est d'abord bien définir ses objectifs, ce que je cherche, pourquoi je le fais, ce que j'ai envie d'atteindre. Et ensuite, on utilise un outil pour atteindre cet objectif-là. Ça réélève la nécessité d'être plus créatif. Et pour se distinguer justement de cette logique machine-là, il faudra sans doute soit être excellent, donc supérieur au résultat machine, soit savoir se distinguer. Donc c'est de l'individualisation, ou de la créativité, ou de la communication. Mais paradoxalement, ça ne retire pas la créativité, ça met même une exigence supplémentaire pour la créativité. Mais ça fait bizarre. Ils sont soumis constamment à ces outils-là, et il faut qu'ils puissent avoir les armes nécessaires pour les utiliser de manière intelligente. Peut-être qu'au lycée, on a suffisamment d'esprit critique pour pouvoir justement s'approprier un outil puissant pour réaliser son travail. Au collège, on va être dans cette passerelle-là et peut-être qu'on va pouvoir commencer à aborder ces sujets-là, à tester des outils, à voir comment ils fonctionnent. C'est sans doute important de le faire à ce moment-là. Il faut protéger toute une partie aussi de l'apprentissage et des élèves parce qu'ils sont dans la construction de cette base de connaissances et de savoir qui leur permet d'exprimer leur esprit critique. On a des responsabilités aussi à protéger ou préserver les élèves justement, enfin n'importe quel même citoyen ou jeune, quand il est face à ces outils-là puissants, parce qu'il lui faut les armes pour affronter ça, justement pour rester voilà, maître de ce qu'il va produire, proposer, exprimer son esprit critique. On la retrouve déjà partout et de manière invisible. Et c'est ça qu'il faut essayer, c'est de rendre ces éléments-là visibles, perceptibles, qu'ils puissent les identifier, qu'ils puissent se dire « Ah là, attention, ce que je suis en train de consulter ou l'information qu'on est en train de me donner, c'est éventuellement une machine qui est en train de me la donner et elle est potentiellement pas sûre ou pas fiable. » Mais pour moi, il n'y a aucune règle ou aucun environnement dans lequel on aura une protection totale. Et ça, normalement, ce sera des trucs protégés. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des données derrière, privées ou protégées, qui sont utilisées. Là, tout à l'heure, ils ont créé une paire de baskets Nike qui n'existe pas, qui est super stylée. Quand on va être sur des modèles, par exemple, d'IA générative comme ChatGPT, le fait d'avoir pu observer que derrière le mécanisme n'est pas si complexe, de pouvoir se dire oui, il y a une marge d'erreur, oui, il y a quelque chose qui peut produire voilà, des informations fausses ou erronées. Et du coup, passer par là peut rassurer et faciliter la remise en cause, l'exercice de son esprit critique, parce que c'est ça qu'on va leur demander. Ils doivent développer cette même capacité à avoir les connaissances qui leur permettent d'évaluer la réponse qui est en face et de faire preuve d'esprit critique pour la remettre en cause et l'évaluer.